Bonjour, bonsoir, chers viewers, chères viewers et toutes personnes entre les deux. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une... c'est pas du tout mon intro habituelle, c'est pas grave. Dans une mini-critique de l'épisode 6 de la saison 1 de Doctor Who. Épisode qui s'intitule Rogue, et je suis toujours accompagné de Mirkala. Bonjour. Je te demande comment tu vas, mais en réalité j'ai déjà la réponse, mais comment vas-tu? Oui, je vais très bien, et toi? Même si moi aussi j'ai déjà la réponse. Et ben, ça n'a toujours pas changé, mais pour YouTube c'est 2 jours différents, donc j'espère que vous allez bien YouTube. Donc, j'ai failli crier de joie devant cet épisode, plutôt crier comme un fanboy hystérique. L'épisode est excellent. Il est vraiment trop cool, avec une grosse vibe 2005. Il me fait beaucoup penser à un épisode que t'aimes particulièrement, si tu vois duquel je parle, je ne me souviens jamais du nom. Celui avec Madame de Pompadour. Qui s'appelle justement, il me semble, Madame de Pompadour. C'est sûrement le cas, oui. Ah non, The Girl in the Fireplace, en anglais. En anglais, c'est The Girl in the Fireplace. Bon sang de bonsoir. Et je me demande si en VO, c'est pas Madame de Pompadour. En VF, c'est Madame de Pompadour, pardon. Possible. Je t'avoue que je ne vais pas partir à la recherche de... C'est la cheminée des temps, épisode 4 de la saison 2, j'ai vérifié. Quelle rapidité, quelle efficacité. Oui, un de mes épisodes préférés, toutes saisons confondues pour le coup. Mais j'aime bien quand c'est tire-larme, c'est pour ça. Ah, moi, il n'y a pas que ça qui m'a fait penser d'ailleurs à ça, hein, parce que là aussi c'était d'ailleurs tire-larme. Hein. Oui, effectivement, c'était tire-larme. L'épisode porte le nom d'un des personnages. Et quel personnage? Un tout nouveau personnage qui est présenté du coup dans cet épisode et qui nous fait aussi penser à un ancien personnage justement. Alors, disons-le tout de suite, c'est Jack. Alors, le personnage c'est Rogue, du coup j'ai vu le titre de l'épisode, mais c'est clairement Jack Harkness 2.0. Complètement. Et j'ai adoré l'écriture de Rogue. Je le trouve formidable, mais vraiment j'étais en mode fanboy hystérique, j'étais devant l'épisode en mode ah j'ai envie de crier. Et puis l'alchimie entre le Docteur et Rogue est quand même assez palpable, je veux dire. Alors on en avait parlé pour Ruby et maintenant c'est une chose un peu établie, mais là pour le coup quand ils sont censés jouer, je vais le dire ouvertement, mais de la tension sexuelle, elle est palpable. Clairement. Les deux acteurs ont une alchimie de fou entre eux. Ça commence déjà dès le début quand... Bah dès le début, c'est pas le début d'épisode, mais quand le Docteur rejoint Rogue en terrasse et se met à côté de lui en se moquant de lui en mode vous êtes un beau brin ténébreux, mais regardez, vous pouvez faire un regard encore plus ténébreux. C'est du génie. C'est vrai que... Alors j'ai aussi... On n'a pas parlé parce que Rogue va être le cœur de toute façon, mais du coup il faut mettre les choses... au milieu entre guillemets, enfin l'église au milieu du village comme on dit, mais même tu vois genre la mise en scène du début, tu sais, l'installation en fait un petit peu de ce qui se passe, et pour le coup d'ailleurs là on est dans un huis clos entre guillemets, justement elle participe beaucoup aussi au fait de faire ressortir Rogue très vite, parce que même en termes de ce qui dégage de base, il est tout à fait différent de chacun. Et c'est d'ailleurs ce que remarque le Docteur en soi. Exact, je suis d'accord avec toi. Pour parler plus précisément de l'épisode, si vous avez aimé les chroniques de Bridgerton, c'est tout le propos de l'épisode. D'ailleurs, je crois que c'était cité 1-2 fois. C'est cité tout du long de l'épisode. La ref revient tout au long. En fait, la référence est ouverte puisque ce sont des extraterrestres qui aiment se cosplayer en personnages historiques ou de fiction, mais pour ce faire, ils prennent le corps de la personne qu'ils veulent imiter. Je sais pas, alors je ne sais plus le nom d'ailleurs des aliens, mais... Les Shelders. Voilà, qui ont une tête de hibou, si j'ai bon souvenir. Alors, je crois que c'est la tête de différents oiseaux, mais je suis pas sûr. Mais oui, de hibou, c'est sûr. Je croyais qu'ils ressemblaient tous à une sorte quelconque de chouette ou de hibou, mais tu as peut-être raison. Non, mais c'est plus toi qui as raison, parce que c'est vrai que des hiboux et des chouettes, il en existe toute une variété. Non, ce ne sont pas des légumes. Il en existe, il en existe tout un panel.
Mais ouais, c'est d'ailleurs, c'est justement comme on en parlait tout à l'heure, et là-dessus, je trouve justement que c'est en ça que l'épisode ressemble aussi pas mal à la Cheminée des Temps, parce qu'en soi, on se retrouve dans un bal avec un petit peu la même ambiance, même si je suis pas sûr que ce soit exactement la même époque qui soit ciblée, mais le souvenir de la Cheminée des Temps est un peu lointain. Alors, Mais avec des aliens justement qui se cachent dans la foule, ça renvoie un petit peu comment dire, aux aliens qu'on avait dans la Cheminée des Temps, qui, même si ceux-là étaient quand même un peu plus, comment dire, menaçants entre guillemets. Oui, les extraterrestres dans la Cheminée des Temps, les extraterrestres, l'antagoniste de la Cheminée des Temps fait techniquement aucun mort. Là où les Shoulders, ils vont allègrement. Après, il y a c'est au niveau de l'ambiance, moi je trouve que justement dans la Cheminée des Temps, c'était quand même déjà plus oppressant. Parce que là, il y a quand même beaucoup de passages justement où alors il y a effectivement quand même plusieurs morts, il doit en avoir au moins 5, voire 6. Mais ils sont présentés quand même un peu de manière moins, comment dire, oppressante. Oui, l'épisode a une tonalité globale plus légère que la Cheminée des Temps, hein, concrètement. Un petit peu comme, justement, on en parlait, mais un peu ce côté Jack Harkness qu'on pouvait avoir justement avec des événements graves, mais cette petite note un peu plus fraîche ou d'humour. Et d'ailleurs, c'est pas une parfaite transition parce que les situations entre Rogue et le Docteur justement sont justement ce côté un petit peu rafraîchissant de l'épisode. Oui, effectivement. En fait, l'épisode, il n'y aurait pas ce cœur d'épisode qui est la relation Dr. Rogue, qui monopolise l'épisode, hein, ne mentons pas. L'épisode serait juste un épisode façon 2005 un peu lambda, mais avec une ambiance loin d'être très rigolote. Ouais, un petit peu comme, on a parlé de la Cheminée des Temps, mais un petit peu comme l'épisode, alors je ne sais plus le nom par contre, mais saison 4 dans un bus, avec uniquement le Docteur, je crois, de souvenir. C'est Midnight. Voilà, Midnight. Qui est un peu dans la même idée à qui on peut se fier, à qui on ne peut pas se fier. Même si là c'est un peu moins, justement comme il y a quand même beaucoup de moments entre le Docteur et le mercenaire qui est Rogue. C'est vrai qu'on n'a même pas présenté qu'il est là en tant que mercenaire. Oui. En fait, Rogue est un mercenaire chargé d'exterminer, d'emprisonner et d'exécuter le Shoulder présent présent à cette époque. Évidemment, des Shoulders, il n'y en a pas qu'un. Et il se trompe dessus. Il n'y en a pas deux non plus. Mais bien 5. Il y en a 5. Petite chose qui me vient à l'idée là maintenant, et qu'on a abordé en plus un peu en off. Les derniers épisodes présentaient beaucoup moins le Docteur. 73 yards et Servobule et Œil. Ouais. Celui-ci, par contre, c'est justement Ruby qui passe plus ou moins au second plan, je trouve. Ce qui est très cool puisque ça fait un équilibrage entre les personnages. Oui. Du coup, j'apprécie le fait qu'on ait ce renvoi de balle en termes de temps d'écran pour le coup. Et puis ça permet d'explorer un peu les problématiques et les personnalités des deux personnages qui pouvaient parfois manquer à certaines saisons. On est d'accord. Est-ce qu'on repense encore une fois aux saisons 8 et 9? Oui. Ah, bon sang. Oui. Elles vont nous hanter tout du long, celles-là. Ah oui. Ouais. Non mais comme quoi, quand on veut bien écrire des personnages, on peut. Hein. On peut faire des personnages plus impressionnants que le Docteur, sans pour autant faire passer le Docteur pour un faire-valoir. C'est vrai que la dynamique est quand même beaucoup plus correcte, je trouve, sur ces saisons qu'on a actuellement que sur la 8 et 9, si je ne m'abuse. C'est exact. Encore que la première moitié de la saison 8, où on termine l'ère Matt Smith, est pas mal. C'est la saison 8 ou c'est la saison 7? Saison 8.
Ah oui, saison 8. Je croyais que c'était. Alors je ne sais pas pourquoi j'avais un souvenir comme quoi c'était à la fin de la saison 7 qu'il se régénérait et qu'en saison 8 il passait à Capaldi. Parce que on a tendance à s'être habitué à ce que les docteurs changent en fin de saison. Et du coup, psychologiquement, et surtout que la saison 7 vraiment été saison 8 pardon, a vraiment été découpée en 2 diffusions avec plusieurs mois d'écart entre les 2 parties. Parce que pour moi c'était la saison 7 avec où il y avait encore Amy, mais je peux me tromper. Oui, saison 7, il y a encore Amy. Ouais, donc ouais, non, c'est moi qui me trompe. Et du coup, Amy meurt en milieu de saison 8. Bah, meurt. C'est un peu plus compliqué que ça, mais vous avez compris. Donc, les costumes d'époque, pour revenir à Rogue, sont incroyablement stylés. La sape du docteur, d'ailleurs, même pour, je l'ai pas mentionné, mais pour œil et cerveau bulle, il a une tenue qui ressemble à une autre tenue qu'il a eue, mais il y a une variante. Après, c'est vrai que sa tenue, on la voit pas tant que ça hein, dans l'épisode précédent. On la voit que tout à la fin, quelques minutes. Oui, ou vite fait dans le... On va appeler ça une webcam, mais dans la webcam qu'on voit passer 1 ou 2 fois. Mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment apprécier sa tenue dans l'ensemble. Là, ouais, comme tu le dis, il y a eu un travail de costume que je trouve magnifique. Parce que même quand tu regardes au niveau des figurants, en fait... Même au niveau des figurants, je trouve que tous les costumes sont vraiment genre renvoient à un côté d'époque. Je dirais pas que c'était pas le cas dans les autres saisons avant, mais là en fait tu sens quand même qu'il y a une qualité qui est mise en avant pour les costumes. On en a déjà parlé sur d'autres épisodes. Là c'était vraiment accessoires, costumes, ambiance, tout était travaillé au millimètre près. Ce qui va d'ailleurs très bien avec justement cette thématique de monstres ou d'aliens qui viennent se cosplayer en nous. Parce que ça donne juste ce côté, eux qui cherchent l'authenticité au point de tuer des vraies personnes pour prendre leur place. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser. Moi, j'ai trouvé aussi un parallèle qu'on peut faire entre le spectateur de manière générale, le genre de série, en fait, avec les... je me souviendrai jamais du nom. Les Shoulders. Les Shoulders, merci. Parce que, en soi, moi, ce qui m'a intéressé, quand tu prends ce genre de série un peu feuilletonnante, ou autre, pour citer des séries d'époque où il y avait beaucoup de drames, beaucoup de... on a les Chroniques de Bridgerton, mais on a aussi des trucs dans d'autres époques, comme on a eu Game of Thrones dans 10 ou 10 ans, je crois. Oui. Il y a ce côté-là, justement, du shoulder, du vouloir vivre le truc au maximum, les cosplays, tout ça. Il y avait aussi un point qui a été pas mal mis en avant, c'est que il cherchait à prendre l'identité du personnage ou des personnages impliqués le plus dans le drama, comme il disait. Oui. Et ça renvoie un peu au spectateur qui est en attente de drama, qui veut voir des choses se passer et qui veut aussi voir des morts se passer aussi globalement. Oui. Mais en vrai, les Shoulders ont une optique de spectateur, mais de spectateur plus, puisque eux veulent participer à l'action. Là où nous, on est vraiment dans une optique de spectateur pur. Mais si on se cosplay en personnage de Doctor Who, supposons que demain je me cosplay en personnage de Doctor Who, il y a de fortes à parier que je me cosplay en Docteur, en Jack, en Rogue, mais pas en figurant 351 de l'épisode 12, quoi. Ou la mère de Rose. Je pense que tu ne feras pas le cosplay de la mère de Rose. Et pourtant, vu ma silhouette, ce serait le plus adapté pour moi. Après, le personnage a aussi des moments de drame, hein, mais c'est vrai que c'est pas le personnage central, disons-le. Effectivement. Non, nous voulons, quand nous nous cosplayons, nous voulons nous cosplayer dans le personnage principal. Je vois plus souvent des cosplays de Kirito que des cosplays de... Je n'ai même pas de nom de personnage secondaire de Sword Art Online. J'en ai qu'un, mais c'est un personnage principal, entre guillemets, donc... Donc bon... La cousine de Kirito. Je sais qu'il a une cousine à un moment, je sais plus son nom. C'est pas sa sœur avec qui il a une relation semi-incestueuse sans s'en rendre compte? Je croyais que c'était sa cousine. Enfin, je crois que c'est sa sœur. Sœur ou cousine, enfin,
c'est important dans certaines situations, et puis de manière générale, les deux sont Alors, voilà, les mais- deux sont pas prohibés, hein, généralement. Et non, mais je suis d'accord, mais au Japon, disons que malheureusement, malheureusement, c'est culturel, hein. Je vais pas me permettre de juger une culture que je ne comprends pas et que je ne peux pas assimiler puisque je ne suis pas baigné dedans suffisamment. Mais je crois qu'en plus au Japon, globalement, tu as le droit de te marier ou à ton cousin ou à ta cousine. Donc voilà, c'est pour ça que la précision, l'intérêt dans la diégèse, mais en dehors, on est d'accord que pour nous spectateurs, dans les deux cas, c'est quelque peu gênant, comme beaucoup de choses de SAO d'ailleurs, mais c'est Oui. pas le sujet. Enfin, dans tous les cas, on préfère se cosplayer en Asuna. Asuna. Asuna, ouais. Asuna. Asuka, c'est Evangelion, qui est bien meilleur, mais qui a aussi ses moments un peu gênants. Ouais, mais alors, Evangelion, c'est fait pour être gênant, pour le coup. Oui, c'est voulu, oui. Donc, on préfère se cosplayer en Asuna que en sœur de Kirito, globalement. Oui. Et bah Ou là, la c'est pareil pour les shoulders. Joron, dont je me souviens plus du nom non plus, mais qui est encore plus en arrière-plan, puisque je crois qu'on la voit un épisode. Donc, voilà. Non, les shoulders sont vraiment nous. Bah, des versions de nous plus extrêmes, en fait, mais nous. Plus extrême, je sais pas. Alors pour les spectateurs lambda de Doctor Who, oui, je suis d'accord. Après pour les séries un peu basées sur le drama. Alors, je dis série, mais ça peut être aussi bien. Alors je vais parler de choses que je connais, mais de manga aussi, où globalement tout ce qui est triangle amoureux, ce genre de choses, les trucs qui tournent vraiment sur le drame et sur la tension, un petit peu comme les chroniques de Bridgerton. Ou aussi, alors je ne sais plus du nom, mais c'est une série anglaise aussi, avec justement l'actrice de McGonagall, dont je ne me souviens pas du nom non plus. Voilà, Où il y a Abbey dedans, mais je ne sais plus. Ah, Downton Abbey. Downton Abbey, merci. Où on tourne quand même autour du potin, du drame, des événements. Justement, dans ce genre de série, quand même, le spectateur a quand même une part aussi intégrante parce que selon les auditions, enfin les audiences, attention, les mots se partent. Selon les audiences, les spectateurs décident aussi un petit peu, tu le sais, de la vie ou de la mort de certains personnages ou de la remise en avant ou non. Et j'ai trouvé ça justement aussi intéressant parce que, d'une certaine façon, le côté le personnage qui va dire je veux que tel perso vivre sa vie. En fait, comment expliquer ça plus clairement, le passage avec la gouvernante, je trouve qu'il est excellent. Parce que là-dessus, il renvoie un petit peu ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est ce personnage est ennuyeux, j'en change parce que je veux voir un autre. Tu sais, Oui. C'est pour ça que je parlais du côté du spectateur qui est quand même un peu acteur, parce que t'as ce renvoi-là, genre la gouvernante, je veux dire très, très vulgairement et très brèvement, mais il me fait chier ce perso, donc j'ai pas envie de le voir, donc je passe à autre chose. Et tu vois, ce côté-là, tu sais. Oui. Ouais, en fait, je comprends où tu vas en venir et je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. J'entendais juste au sens, les shoulders hésitent pas à tuer des gens pour prendre leur place. Nous, en tant que spectateurs, on évite de tuer les gens dont on a envie la place. Sauf si on a quelques déséquilibres. Ça, je suis d'accord. Une petite pensée pour John Lennon. Pareil, c'est à ça que je pensais. C'est bien parce que c'est dans le thème de la saison en plus. Justement, c'est bien des liens. Alors, épisode qui a aussi une fin assez ouverte, encore une fois. Oui. Donc, après... Oui, je pense globalement à un ami qui pense Morticus qui a comme avis assez tranché que nous ne reverrons pas Rogue, ce qui serait un drame, disons-le. Alors, si on ne le revoit pas, je serais sincèrement déçu. Le personnage est tellement bon et l'acteur a tellement été correct dans sa prestation, on n'a pas assez parlé de l'acteur en lui-même, donc malheureusement j'ai ni retenu le nom, ni je ne connais pas non plus ce qu'il a pu faire auparavant. Mais il a tellement été bon en fait. En un épisode, il a réussi à devenir un personnage qui est... en fait, tous ceux avec qui j'ai pu discuter de l'épisode ont tous le même avis. Ils adorent ce personnage et ils veulent en voir plus. Alors, l'acteur est John Groff et il a joué un rôle que je connais bien, puisqu'il est le doublage original de Hans dans La Reine des Neiges.
Ah, je l'ai pas vu, donc... Non, pas Hans, Christophe. Ah, alors, j'ai pas vu La Reine des Neiges, donc perso, moi, je le connaissais pas. Je Bon, précise, bah, du coup. non, je crois pas qu'il ait fait des trucs notables pour toi. Ses rôles marquants sont dans Matrix Résurrection. Est-ce que tu as vu Matrix Résurrection? Non, je ne l'ai pas vu non plus. Je vais me faire houspiller en commentaire, moi. T'inquiète, ici on est compréhensif. Vous avez compris, dans les commentaires, soyez compréhensifs. Knock Ah, at the Cabin. alors ça Cabin. me dit quelque chose, mais... Ou La Cabane Isolée est un film de M. Night Shyamalan sorti en 2023. Ah, je crois que je l'ai vu... J'ai dû le voir. Par contre, il m'a pas marqué. Pour que je le reconnaisse pas, c'est qu'il m'a pas marqué, parce que là-dessus, en termes de voix, en termes de visage ou autre, en général, je remarque assez bien quand tel ou tel acteur a soit donné sa voix, soit bah, joué simplement dans quelque chose que je connais. Donc ça m'a pas dû me marquer suffisamment. Au pire des cas, on le retrouve dans Glee et dans Mindhunter. J'en ai vu qu'un des deux. C'est pas Glee. Ouais, Je le dis. acteur encore assez frais, même s'il a une bonne carrière derrière lui, qui a des faux airs d'Henri Cavill, je trouve. Alors, je me suis aussi fait la réflexion, donc on est d'accord. Après, beau gosse ressemble à beau gosse. Ok, ça va, on prend. Voilà. Après, il avait besoin d'être beau gosse, parce qu'on n'a pas assez parlé de son rôle principal, enfin, de son rôle principal, de la direction que prend le personnage. Alors, il est le love interest du docteur. Ah. Est-ce qu'on peut le Et dire un love directement? interest plutôt bien écrit en plus, enfin pas bien écrit, c'est vrai que c'est un peu... C'est rapide. Comment dire, c'est rapide certes, mais après ils ont quand même beaucoup de choses en commun là où... Bon alors j'adore David Tennant, j'ai rien contre notre amie Rose, mais leur romance elle sort un petit peu de nulle part. Elle arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, le romance, effectivement. C'est ça. Là... Autant Rose, en fait, en Rose, je trouve que ça a été préparé du côté de Rose. Par contre, du côté du docteur, pas plus que ça, je trouve. Bah, en fait, le docteur semble avoir une affection pour Rose qui apparaît subitement au moment de sa régénération. Oui. Mmh. Et... Bah, en fait, l'affection, je dirais que oui, il l'avait déjà. Le souci que j'ai vraiment, c'est la teneur de cette affection. Oui. Que je trouve. En fait, je trouve que ça passe d'une relation très. Alors, grossièrement, mais élève. Parce qu'il y a un peu ce côté-là du je te montre le monde. Un petit peu, tu sais, récit d'initiation d'une certaine façon pour Rose qui sort d'une vie totalement banale et dont elle pensait que tout connaître pour découvrir qu'en fait il y a tant de choses autour d'elle. Pour ensuite partir vers bah ouais, dès qu'on passe à la saison 2, donc à la régénération, une teneur un peu plus émotive de la part du docteur qui n'a pas vraiment d'appel en amont, quoi. Et oui, c'est assez soudain de sa part. Là où dans Rogue, pour le coup, le fait que leur relation se fasse vite entre les deux, c'est parce que Rogue ressemble énormément au docteur, c'est un voyageur temporel qui n'a pas de nom entre guillemets. Les deux ont des tempéraments qui sont en écho. Et donc oui, c'est normal que mutuellement l'un attire l'autre et réciproquement pour le coup. Et puis tu l'as pas cité, mais c'est aussi deux personnes qui... Alors, voyageur temporel, je sais pas. Pour le coup, j'ai pas eu de certitude quant au fait que Rogue voyageait dans le temps. Voyager entre les planètes, oui. Dans le temps, je ne sais pas. À un moment, il parle de cette époque et il y a aussi un problème chronologique entre la musique qu'écoute Rogue et la date à laquelle est posé son vaisseau. Ah bah oui, oui, t'as raison. J'ai même pas pensé à ça, mais oui, effectivement. Par contre, ouais, il y avait aussi le fait, et ça avait été exploité, un truc qu'on avait quasiment plus exploité depuis le livre le film des 50 ans, enfin, l'épisode spécial des 50 ans. Alors même si ça a été un peu évoqué pendant le passage de Smith 2, enfin de Tennant 2 à Gatwa, le fait d'avoir perdu beaucoup de monde, c'est un truc qui les a liés aussi assez vite parce qu'au début, il y a une tension lié à la situation, comme parce que il y a quand même un intérêt mutuel des deux côtés et puis ils cherchent.
Mais cette conversation pose un petit peu plus les choses sur un côté de rapprochement romantique. Auparavant, c'est vraiment de la tension, encore une fois, purement sexuelle. Parce elle est pas sous-jacente, hein, elle se voit bien. Non, c'est visible. Tout est explicité dans cet épisode. L'épisode n'a aucune subtilité. Il y va avec une truelle. Il va avec une truelle et il prend un parti pris très intéressant sur la fin, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que je crois, alors ça avait déjà été, des baisers homosexuels ou homoromantiques, on en a eu. Oui. Dès la saison 1, on a Jack et Tennant qui s'embrassent. Oui, puis Jack embrasse une paire de personnages sans avoir jamais... Effectivement aussi. sans avoir jamais eu de soucis avec ça. Ce qui est pas un problème. Ceci étant, là, c'est vrai qu'il est bien plus iconisé, je trouve. Oui, là, c'est un baiser qui a une signification forte derrière. C'est on est sur un docteur qui se permet de tomber amoureux et qui se permet de le montrer aussi. Oui, et puis en général, les baisers qu'il y avait, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul en plus, je crois, entre le docteur et Jack. Alors, après, c'était plutôt du smack de souvenirs, ou c'est avec un autre personnage, je ne sais plus. Docteur et Jack, je crois qu'il y en a eu qu'un. Par contre, Matt Smith a embrassé Rory. Ah oui, effectivement. Mais je pensais aussi avec l'épisode avec Andrew Garfield, mais c'est peut-être moi qui déraille. Parce qu'il y a très longtemps que je l'ai pas vu cet épisode. Je ne crois pas. J'ai un souvenir de ça, mais après c'est peut-être moi. J'adore Andrew Garfield, donc j'ai peut-être juste fait la romance dans ma tête. Il me semble qu'Andrew Garfield pécho dans cet épisode, mais il ne pécho pas le docteur. Je crois pas qu'il pécho. Justement, je pensais vraiment à un truc genre juste un smack vite fait, mais c'est peut-être moi. Sinon, il y a l'homme cochon qui retrouve sa compagne comédienne qu'il cherchait à fuir. Ouais. Ah non, c'est parce que... Alors, rien à voir. C'est parce que je crois que de souvenir, il y a eu un truc comme ça où ça a été explicité que il y avait eu un baiser fait en tournage. Après, je sais que de toute façon, Garfield est très ouvert là-dessus. On le voit en interview. Enfin, c'est pas le sujet, mais c'est peut-être moi pour ça du coup que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mais effectivement, non. Pour le coup, oui, celui-ci est bien plus mis en avant. Effectivement. Donc, la fin, on se demande si Rogue va revenir ou pas. C'est parce que Ruby se retrouve dans une situation très compliquée. On pense qu'elle est un shoulder, mais en réalité, elle n'est pas un shoulder. Elle se retrouve dans une prison qui s'apprête dans une prison entre guillemets, dans un piège qui s'apprête à téléporter sur une planète inconnue du docteur, aléatoire. Je crois même que c'est une dimension inconnue. Carrément, parce qu'il faut rendre les choses encore plus compliquées. Et dans un moment ultra charismatique, Rogue demande au docteur s'il est prêt à faire ce qu'il doit faire. Et le docteur répond non. Alors Rogue sourit, pousse Ruby, prend sa place et lui dit « Retrouve-moi ». Et de là, il est téléporté ailleurs. La scène était intense. Qui brise des cœurs. Hein. J'aurais juste un truc d'ailleurs à appuyer, c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Le moment où Ruby arrive en pseudo shoulder, parce qu'on pense que c'est. On parlait tout à l'heure de la cheminée du temps, mais en soi, c'est à peu près le même plan en plus. Oui, pas faux. Encadré par 4, je crois. À ce moment-là, je crois qu'ils sont 4 ou 2, je ne sais plus. Mais ça me fait penser au plan avec Madame de Pompadour qui est encadré par 2. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie filiation, il y avait une vraie volonté de la part de Russell T. Davies de faire des petits appels du pied à cet épisode. Alors, qui est pas un de mes préférés, mais qui est quand même assez iconique. Alors, on doit ça exclusivement à Kate Herron et Bryony Redman qui ont eu la main mise sur l'épisode, qui sont 2 femmes d'ailleurs, et qui visiblement étaient très très nostalgiques de l'époque 2005-2006, d'où la saveur assez particulière de cet épisode.
comment dire, c'est eux aussi qui font le scénario parce que j'avoue que j'ai pas regardé. C'est le ça. scénario justement. À la réalisation, Donc, ouais, c'est ouais. Ben Chessel. Alors évidemment, Russell T Davies c'est toujours showrunner, donc il y Hmm. a la Bible Bah, il y à a un droit de respecter regard. derrière, Et puis, voilà. ouais. Mais elles ont clairement scénarisé l'épisode et c'est leur patte à elles. Et pour les plans de réal, bah, c'est à Ben Chessel qu'on le doit. Je pense que ça doit tous être effectivement, comme tu l'as dit, de grands fans de la saison de 2000, enfin de la série de 2005. Et l'hommage est beau, je trouve. C'était très bien. Ça m'a fait plaisir de revoir du Docteur Who comme à l'époque. Bah, on en avait eu un petit peu, peut-être on en avait parlé, mais les bébés de l'espace. Effectivement, il y avait aussi cette vibe de Doctor Who rétro dans les bébés de l'espace. Plutôt sur le schéma narratif pour le coup. C'est très épisodes, on découvre la menace, puis le docteur comprend qu'est-ce que c'est, et de là sauve la situation pour tout le monde, y compris la menace entre guillemets. Mais là, on est plus sur l'ambiance, sur la façon de fonctionner, qui effectivement est plus. Là, c'est là-dessus qu'on appuie vraiment sur la partie de 2005. Est-ce que cette fois-ci, dans cet épisode, tu as trouvé où était Madame Twist? Parce que je trouve que c'est plus subtil cet épisode-là. Alors, Madame Twist, pardon, Suzanne Twist, pardon. J'ai eu un doute. Je suis pas sûr de l'avoir vu, mais j'ai pensé pendant 2 secondes que c'était la gouvernante, mais je l'ai vu très peu de temps. Alors, c'était le tableau de la propriétaire du manoir. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais le pire, c'est que je sais que j'ai vu quelqu'un tweeter justement ça et j'avais déjà oublié. C'est hyper subtil. Le tableau, on le voit vraiment 2 secondes. Oui, ils appuient dessus vraiment dans la mise en route de l'épisode quand elle parle avec la duchesse, si je ne m'abuse. C'est Ruby qui parle avec la duchesse. De sa grand-mère ou de sa mère, je ne sais plus. Enfin, de la mère ou la grand-mère de la duchesse, du coup, qui est effectivement représentée par Suzanne Twist. Là, effectivement, d'ailleurs, Ruby note cette fois-ci encore une fois, tiens, mais elle me dit quelque chose, je l'ai déjà vu ailleurs. Voilà, effectivement. Ruby tilt sur le tableau. Je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais oui, elle tilte dessus. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, toi, par rapport à cet épisode-là? La seule chose que j'aurais à rajouter est plutôt sur ce qu'on a vu du prochain épisode, donc... J'allais y venir. On saura enfin qui est Suzanne Twist. Voilà. On saura enfin qui est Suzanne Twist et m'est avis que on va aussi avoir beaucoup de révélations qui vont nous faire voir les précédents épisodes autrement aussi, je pense. Qui avait l'air de, au-delà de Suzanne Twist, il avait quand même l'air de sous-entendre que tout était connecté, mais pas uniquement ça. Alors, de ce que j'ai compris, autre part, l'épisode devrait se dérouler en 2004. Et dans la diégèse de l'année de naissance de Ruby. C'est aussi appuyé par le fait que l'épisode s'appelle The Legend of Ruby Sunday. Ça aide aussi. Peut-être que au final, on se rendra compte que nos théories fumeuses étaient les bonnes. Eh ben, ça sent quelque chose. Ouais. J'ai le synopsis de l'épisode devant les yeux et malheureusement, j'ai aussi le synopsis de l'épisode suivant et ça m'énerve un petit peu. Parce que du coup, j'ai eu un spoil pendant que je te parlais là. Donc je suis un petit peu agacé et je ne communiquerai pas le spoil, je vous conseille juste d'éviter la page Wikipédia de Doctor Who et aussi d'éviter de lire le synopsis de l'épisode 8. Contentez-vous de l'épisode 7. Écoute, j'ai bien fait de pas aller regarder. En plus, tout à l'heure, je cherchais le nom de l'acteur, donc j'allais chercher. Dans ma recherche, je ne suis pas tombé dessus, donc regarde, en fait, ne lisez même pas le synopsis de l'épisode 7 parce que il est un spoiler en soi, le synopsis de l'épisode 7. Si vous savez le rôle que jouera Suzanne Twist dans le prochain épisode, le synopsis le spoil allègrement le propos. Du coup, effectivement, vaut mieux s'abstenir. Voilà. On le découvrira samedi. C'est tout proche, hein, puisque nous sommes déjà... Quel jour Oui, nous sommes jeudi, c'est ça. Pardonnez-moi, je suis un peu déphasé en ce moment.
Tu as de la chance que moi aussi je me souvienne du jour qu'on est. Ça a toujours été compliqué pour moi, donc c'est pas moi qui jette la bière. Et donc, samedi, épisode sans révélation. Je ne sais pas quand toi tu le regarderas. Pour moi, sûrement lundi. Eh bien, probablement lundi soir, on en parlera si tu es d'accord. Normalement oui. Eh bien, c'est sur ce que je vais te laisser. Bah écoute, toujours aussi enchanté de venir t'aider sur ces critiques. Comme d'habitude, vous pouvez toujours me retrouver sur la chaîne Twitch qui est écrit juste en bas. On se retrouve donc en live, ou sinon la semaine prochaine pour The Legend of Ruby Sunday. Prenez soin de vous. Salut!